Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Logique Sociale. Collection Logique Sociale, série Études culturelles, dirigée par Bruno Pequignot. Le champ des pratiques culturelles est devenu un enjeu essentiel de la vie sociale. Depuis de nombreuses années se sont développées des recherches importantes sur les agents sociaux et les institutions, comme sur les politiques qui définissent ce champ. Le monde anglo-saxon utilise pour les désigner l'expression Cultural Studies. Cette série publie des recherches et des études réalisées par des praticiens comme par des chercheurs, dans l'esprit général de la collection. Dernière parution. Louis Basco dire, pour une culture éducative, 2020. Alexandre Dimitri Vidal, Histoire vivante napoléonienne. Étude des reconstitueurs, 2020. Sandra Federici, L'entrance des auteurs africains dans le champ de la bande dessinée européenne de langue française, 1978 à 2016, 2019. Noël Jouen, Notes sur le vélo et la bicyclette. Regard ethnologique sur une pratique culturelle, 2019. Steph Puch, Littérature urbaine et mémoire postcoloniale, 2019. Gabriel Segré, Frédéric Charles, Sociologie des pratiques musicales des collégiens et lycéens à l'ère numérique, 2016. Keira Belhadjiziane, Le rap underground, un mythe actuel de la culture populaire, 2014. Louis Basco dire, Construire son identité culturelle, 2014. Jean-Louis Favre, Une histoire populaire du 13e arrondissement de Paris. Mieux vivre ensemble, 2013. Marisol Facuse, Le monde de la compagnie Joli Môme. Pour une sociologie du théâtre militant, 2013. Ji-Eun Min, La réception de la comédie musicale de langue française en Corée. Échange culturel dans une économie mondialisée, 2013. Nadine Boudou, Les imaginaires cinématographiques de la menace. Émergence du héros postmoderne, 2013. Laetitia Sibaud, Les musiciens de variété à l'épreuve de l'intermittence. Des précarités maîtrisées, 2013. Remerciements. Je tiens en premier lieu à exprimer toute mon estime, ma reconnaissance et ma gratitude à Audrey Mariette, autant pour sa thèse brillante qui a constitué une référence continue pour ma réflexion que pour sa bienveillance et sa disponibilité constante à mon égard. Je remercie chaleureusement Rémi Lefebvre et Jean-François Frimat, qui m'ont poussé à l'édition de cet ouvrage, et m'ont accompagné tout au long de mon travail dans le cheminement de ma pensée. Leurs encouragements m'ont particulièrement touché. Je souhaite également remercier sincèrement tous les professionnels de l'industrie du cinéma qui ont répondu à mes sollicitations, en me donnant de leur temps pour réaliser des interviews qui m'ont énormément appris, et ont considérablement enrichi mon travail. Leurs avis et conseils ont été très précieux et d'un immense apport. Je remercie enfin avec beaucoup de tendresse mes parents pour le temps qu'ils m'ont consacré et leur soutien sans faille, et ce à toutes les étapes de cet ouvrage. Je remercie également tous les amis et les proches, qui ont chacun à leur manière appuyé mon projet et m'ont épaulé sans réserve dans mon entreprise de son origine à son achèvement. Préface. Le cinéma engagé n'a pas bonne presse. Les films politiques, parfois excellents comme L'exercice de l'État ou Alice et le maire, ne manquent pas mais sont un genre qui reste peu pratiqué. Les séries politiques suscitent un engouement plus grand. Tout comme si la défiance à l'égard de la politique était tellement forte et massive, qu'il était risqué de produire des films qui la mettent en scène ou la prennent comme sujet. Les films militants sont encore plus rares même s'il existe. Il n'y a guère d'équivalent d'un Ken Loach en France, que la critique ne ménage d'ailleurs pas. Ces films sont jugés souvent caricaturaux, à charge, univoques. Les films tranchants de Stéphane Brisé, qui propose une critique implacable et tranchante de la société de marché ultralibérale, sont assez isolés et pas toujours bien reçus. De manière générale, le monde du cinéma cherche à se mettre à l'écart de la politique soit parce qu'elle est trop disqualifiée, soit parce qu'il n'est pas de bon commerce de s'aliéner une partie de son public. Les prescripteurs dans le monde de la cinéphilie trouvent souvent les films politiques trop didactiques, n'appréciant la politique dans le cinéma que lorsqu'elle est traitée de manière oblique, non frontale. L'art pour l'art reste une norme dans la production art et essai. Metteurs en scène et comédiens s'impliquent beaucoup moins que par le passé au moment des élections,
désertant des comités de soutien qui dans les années 1970 et 1980 étaient à gauche encore pléthoriques. L'évitement du politique, pour reprendre une expression de la sociologue américaine Nina Eliassoff, est de mise. La représentation des milieux populaires a, elle aussi, et de manière congruente, reculé dans la production cinématographique. Un cinéma social, très bien analysé par Audrey Mariette, a refait surface, mais il reste relativement marginal. Les ouvriers sont peu présents à l'écran, beaucoup moins que les classes moyennes intellectuelles ou supérieures, souvent urbaines et parisiennes, qui constituent une matière sociale assez centrale dans les films d'auteurs que d'aucuns jugent nombrilistes, narcissiques ou domino-centrés. La professionnalisation du monde de la culture a éloigné le cinéma du peuple. Manon Grodner propose ici d'analyser une tendance qui va à rebours de ces phénomènes. Le livre que vous tenez dans vos mains est issu d'un mémoire de fin d'études de Sciences Po Lille, que j'ai eu le grand plaisir d'encadrer. Faisant preuve d'une belle maturité et passionnée pendant plusieurs mois par cette question, Manon Grodner a étudié l'émergence d'un genre, le film de banlieue, même s'il n'est pas désigné toujours comme tel, cette labellisation est de fait assez réductrice. L'étiquette subsume des films de facture assez différentes dont la dimension militante est plus ou moins affirmée, mais qui ont en commun de représenter la banlieue et les catégories populaires le plus souvent racisées qui y vivent. Ils donnent ainsi à voir une réalité sociale, qui tend à être invisibilisée. Ces groupes sociaux ne sont pas beaucoup représentés à tous les sens du terme. Politiquement, la diversité des élites reste très limitée et socialement, on parle assez peu d'eux, on les représente peu à la télévision, dans les arts, dans le cinéma. Ils sont parlés plus qu'ils ne parlent et sont hors champ si l'on peut dire, cinématographique et politique. Les catégories populaires n'ont pourtant plus grand-chose à voir avec les ouvriers d'usine auxquels elles restent associées, et qui sont désormais minoritaires. 5 millions de Français vivent dans les quartiers de la politique de la ville. On dénombre 25 millions de Français émargeant au groupe catégorie populaire. Ces millions de Français vivent, aux marges des villes ou de la ville, des expériences sociales marquées par la relégation territoriale, les discriminations, la pauvreté, la répression policière, le sous-équipement public et le dénuement culturel, autant de tendances qui sont des cadrages et des motifs cinématographiques possibles. Ils sont souvent des Français d'origine étrangère et l'islam qui suscite des peurs vives est chez eux la religion dominante. Le discours sur la France périphérique et les approximations du géographe consultant Christophe Guilly tendent à relativiser le poids qu'ils occupent dans la société française comme l'a bien montré Julien Talpin. Parce qu'il met en scène une réalité peu présente dans l'espace public, le cinéma étudié ici par Manon Grodner est d'emblée politique. Il l'est d'autant plus qu'il pointe la banlieue comme problème. Dans plusieurs dimensions. Problème parce que la représentation de la banlieue est souvent déformée. Elle est globalement caricaturale, stigmatisante, misérabiliste au sens que Jean-Claude Passeron donne à ce terme, le cinéma l'affine et la complexifie. Et parce que la banlieue est objectivement aujourd'hui délaissée dans son traitement sociopolitique. Ces films sont pourtant souvent portés, construits, produits par des individus qui ne sont pas issus de ce monde social, c'est moins le cas des acteurs souvent non professionnels. C'est un paradoxe bien pointé par Manon Grodner. Que cherche-t-il à montrer ? Pourquoi ont-ils été amenés à embrasser cette réalité sociale, à en prendre le parti et quel parti ? Si les effets de réel sont recherchés et si parfois on n'est pas loin du docu-fiction, ils ne cherchent pas non plus à se limiter à une représentation réaliste des quartiers. Divine, Scheherazade, Fatima, Les Misérables sont de bons films de cinéma indépendamment de ce qu'ils montrent. Ils proposent un souffle, un style, un angle sur le monde, de vrais partis pris de réalisation et de mise en scène qui en font d'ailleurs des films qui ont été appréciés par la critique et le public cultivé et qui rentrent dans les codes des films art et essai. C'est un autre paradoxe soulevé par cette étude. Le film de banlieue ne s'adresse pas forcément au public de banlieue, même si des films comme Les Misérables ont eu un gros succès et donc transcendent le public lettré. Ils s'intègrent en tout cas dans un mouvement social assez large, qui conduit à prendre en compte les minorités dans l'espace public. Ils sont ainsi des outils et des leviers d'émancipation au même titre que les films nourris par les théories du genre et les nouvelles tendances féministes. On pense ici au beau cinéma de Céline Sciamma. La politisation du cinéma passe ainsi aujourd'hui par de nouveaux canaux,
et c'est le grand mérite de cet ouvrage d'en explorer les voies et d'éclairer celles qui donnent voix aux grands ensembles. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques. Introduction. En 2016, la commission Images de la diversité du CNC et de l'Accès, formée en 2007, mute en une nouvelle commission du Fonds Images de la diversité réformée par le CNC et par le CGET, avec la mise en place d'un guichet unique au sein du CNC pour gérer les fonds alloués par les pouvoirs publics aux films qui représentent la diversité française. La même année, le film Divine de Houda Benyamina, alors en compétition pour la sélection parallèle de la quinzaine des réalisateurs, remportait la Caméra d'Or à Cannes. Un an plus tard, au César, le film est auréolé du meilleur premier film et du meilleur espoir féminin pour l'interprète Oulaya Amamra, ainsi que de la meilleure actrice dans un second rôle pour l'interprète Déborah Lukumwena. Le documentaire Swagger connaît un parcours analogue. Sélectionné à l'Acide à Cannes en 2016, ce film d'Olivier Babinet est ensuite nominé pour le César du meilleur documentaire l'année suivante. En 2017, c'est le film Le Brio d'Ivan Attal qui sort en salle, parallèlement à la sortie de l'ouvrage de Claire Diao, journaliste et critique de cinéma, intitulé Double Vague. Ce livre revient sur ces réalisateurs de double culture qui ont grandi dans les quartiers populaires. En 2018, Le Brio est consacré au César par le César du meilleur espoir féminin attribué à l'interprète Camélia Jordana, et est nominé pour le César du meilleur film. La même année, le film Scheherazade de Jean-Bernard Marlin est sélectionné à la Semaine de la Critique et pour la Caméra d'Or à Cannes. Il reçoit ensuite le César du meilleur premier film et offre à ses interprètes principaux, Kenza Fortas et Dylan Robert, les Césars des meilleurs espoirs féminins et masculins en 2019. Toujours en 2019, c'est enfin le film Les Misérables de Lajli qui remporte le prix du jury à Cannes pour recevoir l'année suivante, notamment, le César du meilleur film. L'actualité cinématographique récente des 5 dernières années ici présentée à grands traits atteste d'une curiosité répétée pour des films mettant en scène des personnages issus de l'immigration dans des quartiers populaires. Ces questions politiques de la représentation de la diversité des populations françaises et de ce cinéma qui les représente ne sont pourtant pas nouvelles. En effet, depuis les premiers événements d'émeutes urbaines dans les années 1980 et leur traitement médiatique, considérés comme étant stigmatisants de la part des populations des quartiers populaires, un cinéma engagé dans la rectification du régime d'image à leur encontre s'est développé. Ce cinéma, tantôt labellisé sous la catégorie cinéma beurre, tantôt sous celle de cinéma de banlieue, semble s'inscrire plus largement dans la catégorie cinéma social, analysée par Audrey Mariette dans sa thèse Le cinéma social, aux frontières de l'engagement, sociologie d'une catégorie entre art et politique, soutenue à l'EHESS en 2008 sous la direction de Jean-Pierre Fabiani. Dans ce travail, la réflexion de l'auteur permet d'appréhender ce qu'une partie de la critique spécialisée et des experts du cinéma formulent comme étant le signe d'un renouveau du cinéma social. Par ses thématiques, par ses caractéristiques, par les intentions des réalisateurs par rapport à leurs films ou encore par leur prise de position publique en matière de politique, il réintègre un aspect politique qui doit s'équilibrer avec le désir de reconnaissance artistique dans les mondes de l'art. Pour Audrey Mariette, la catégorie cinéma social est alors une catégorie utilisée pour regrouper les films de fiction de production française, mettant en scène la vie quotidienne des classes populaires dans une esthétique réaliste. Les personnages principaux ont pour caractéristique commune d'être membres des fractions les plus dominées socialement. Ouvriers, immigrés, chômeurs, exclus, jeunes dits de banlieue et ou femmes. Alors que ce phénomène de valorisation de l'engagement au cinéma, entendu comme une conduite par laquelle un individu s'implique et prend position dans et sur la société, semble encore marginal dans les années 1990, la multiplication des films sociaux et l'ampleur de leur consécration depuis les années 2000 permettent de s'interroger sur la valorisation de l'engagement au cinéma ces dernières années. Plus spécifiquement, il semblerait que la multiplication des films qui représentent les quartiers populaires depuis les années 2000 ait permis l'arrivée de nouveaux entrants dans l'industrie du cinéma, issus des fractions les plus dominées socialement, et dont la représentation constitue un véritable enjeu. En effet, ces films qui représentent les quartiers populaires depuis les années 2000 existent à travers une ambivalence.
D'un côté, il semblerait que ces films s'appuient sur des régimes d'images connus, à savoir d'une part sur le traitement médiatique des quartiers populaires des années 1990 et d'autre part sur l'entreprise politique de rectification de ces images par les premiers films qui représentent les quartiers populaires des années 1990. De l'autre côté, ces films concentrent la représentation des populations issues de l'immigration au sein de l'industrie du cinéma dans sa globalité, ce qui leur confère la responsabilité d'une représentation juste. Enfin, les caractéristiques techniques de ces films servent une esthétique réaliste qui vient complexifier la frontière entre le documentaire et la fiction, en s'appuyant sur des caractéristiques socio-économiques objectives des quartiers populaires. La reconnaissance artistique de ces films par les professionnels du cinéma, aussi appelés experts, pose la question de la relation globale qu'entretiennent actuellement les quartiers populaires et leur population avec le monde du cinéma. En effet, s'il semblerait que l'on assiste à une ouverture de l'industrie du cinéma à la représentation de la diversité de la société française, ainsi qu'à une prise de conscience de la part des minorités de leur légitimité à aspirer à une intégration au cinéma français, certains obstacles viennent complexifier cette relation. Bien que la diversité devienne petit à petit un enjeu majeur pour le ministère de la Culture à travers le CNC ou le CSA, ce vocable doit être pris avec beaucoup de prudence. De plus, ces films qui représentent les quartiers populaires tendent souvent à se focaliser sur des thématiques sensationnalistes, conformément au traitement médiatique subi par les habitants de ces territoires. Ceci est d'autant plus paradoxal que les réalisateurs de ces films entendent proposer une image des quartiers populaires qui serait loin des fantasmes. Enfin, ces films semblent être destinés seulement à un public cinéphile lors de leur première exploitation, ce qui entre en contradiction avec les convictions et les intentions de leurs réalisateurs. Les films qui représentent les quartiers populaires se positionnent largement au pôle du cinéma d'auteur qui se distingue du commercial et en ce sens s'oppose au cinéma populaire, entendu comme succès populaire. Dans la même lignée que celle d'Audrey Mariette avec la catégorie cinéma social, les films étudiés ici semblent donc être à première vue à destination d'une élite. Ainsi, il semblerait que ce cinéma ne soit a priori pas à destination des populations représentées à l'écran. Il convient aussi de se demander si les réalisateurs de ce cinéma peuvent s'inscrire sous une même catégorie, à l'instar de la catégorie cinéma social analysée par Audrey Mariette. En effet, si de nombreuses catégories ont été employées pour tenter de les définir comme appartenant à un même mouvement, voire à un même sous-genre ou genre cinématographique, aucune ne semble être revendiquée de manière collective par tous ces réalisateurs. Sans prétendre répondre à ce débat théorique, le présent ouvrage tente de comprendre au nom de quoi les réalisateurs et leurs films peuvent parfois être regroupés sous des catégories comme cinéma beurre, cinéma de banlieue, ou encore cinéma guérilla, ainsi que sous leurs variantes et déclinaisons et si elles sont mobilisables et pertinentes dans cette étude. Il sera aussi intéressant d'analyser ce qu'elles impliquent en termes de ressources ou de contraintes pour les réalisateurs, et ce notamment à l'aune du débat sur la valorisation de l'engagement en art. Avant de révéler le corpus de films et la méthode d'analyse qui ont permis la réflexion, il convient de revenir en amont sur la définition de certains termes qui peuvent permettre de comprendre la complexité d'un sujet comme celui-ci. Tout au long de ce travail, le cinéma traité est celui qui donne une représentation des quartiers populaires. Le choix de ce terme générique est motivé par le souhait d'échapper aux stéréotypes d'autres expressions du langage courant à l'égard des groupes sociaux étudiés, à savoir des populations qui vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPV, territoire particulier de la République dont la définition précise sera donnée dans le corps du présent ouvrage. Selon le Larousse, un stéréotype est une caractérisation symbolique et schématique d'un groupe qui s'appuie sur des attentes et des jugements de routine. Cette définition met bien au goût du jour la tonalité péjorative et triviale des signes qui font l'objet d'un stéréotype. En effet, il convient de considérer dès à présent que le terme banlieue est aussi imprécis scientifiquement qu'il a été utilisé à mauvais escient pour stéréotyper les groupes sociaux étudiés ici. Même si une analyse plus fine sera donnée de ce phénomène dans la suite du propos, le terme banlieue, conformément à l'analyse de Célestin, Dalmolin et Hargreaves dans leur introduction au numéro spécial Contemporary French and Francophone Studies de 2004,
désigne à présent des espaces urbains synonymes de difficultés sociales, de criminalité et surtout d'une concentration dense de minorités d'immigrants de la classe ouvrière. Ceci signifie que ces espaces ont été réduits à une partie de leur population et sont victimes de l'occultation d'une grande richesse culturelle et de l'interprétation de quelques statistiques dont la signification a pu être extrapolée. Le sens commun du terme banlieue est donc désormais stéréotypé. Néanmoins, son sens géographique est pour l'INSEE tout autre. Les communes qui ne sont pas villes-centres constituent la banlieue de l'unité urbaine. Ici, l'unité urbaine est le nouveau système de découpage territorial de 2010 et est alors une commune ou un ensemble de communes qui ne présentent pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions et qui comptent au moins 2000 habitants. Il faut néanmoins aussi rappeler que la définition d'une ville-centre et d'une banlieue s'élabore en fonction du nombre d'habitants, en proportion par rapport à la population totale de l'agglomération, qui est une unité urbaine qui s'étend sur plusieurs communes et dont la moitié de la population est concentrée dans une zone de bâti continu. Pour l'INSEE, une banlieue est donc une unité de découpage du territoire en fonction du nombre d'habitants dans une agglomération. Le terme banlieue a donc un sens que l'on peut qualifier de médiatique, qui s'appuie sur un stéréotype, et un sens géographique. Dans cet ouvrage, le terme banlieue sera mis entre guillemets dans son sens médiatique tandis qu'il sera mis en italique dans son sens géographique. En effet, le terme banlieue sera parfois employé dans son sens géographique pour bien préciser la localisation des quartiers populaires étudiés. Car la particularité du cinéma qui représente les quartiers populaires est qu'il fait référence à des films labellisés dans les années 1990 sous la catégorie cinéma de banlieue, alors même que des films récents ne se déroulent ni dans la trame diégétique 15 ni pendant le tournage dans une banlieue. On assiste à une assimilation entre le terme banlieue et les quartiers populaires à cause du stéréotype sur le mot banlieue. Le mot banlieue n'est donc pas pertinent pour caractériser tous les films étudiés et c'est pourquoi l'expression quartier populaire lui sera préférée. Ce terme valide de plus une des priorités de la présente étude, qui est de se concentrer sur les classes populaires. Le concept de quartier est aussi, selon le dictionnaire de l'aménagement et de l'urbanisme de Choé et Merlin de 2000, une fraction du territoire d'une ville, dotée d'une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité, faisant référence à un espace de proximité qui acquiert une dimension symbolique de conscientisation collective d'une appartenance à ce territoire. Enfin, l'utilisation du terme quartier par l'État français, dans quartier prioritaire de la politique de la ville, pour définir les territoires présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants, semble aussi être une validation supplémentaire de l'utilisation de ce terme. Les territoires analysés ont ainsi une réalité politique. Aussi, les termes grands ensembles et cités seront parfois employés pour faire référence aux bâtiments construits lors de la politique de logement des années 1960 à 1970, qui désormais sont pour une majorité d'entre eux inscrits dans un QPV, et non dans leur sens socio-stéréotypé d'assimilation d'un lieu à certains problèmes qu'une partie de la population rencontre. Pour tenter de mettre en lumière la relation complexe qu'entretiennent les quartiers populaires et l'industrie du cinéma, et ceux de sa fabrication à sa réception par la critique et par les publics, l'ouvrage s'appuie sur un corpus de films non exhaustifs qui représentent des quartiers populaires. Ces films ont été choisis selon deux moyens. Tout d'abord, lorsqu'ils ont été nommés ou primés à des festivals cinématographiques légitimes, attestant a priori de leur reconnaissance dans les mondes de l'art. Ensuite, lorsqu'un auteur ou un expert du cinéma dont les propos ont servi à l'analyse évoque un film en mobilisant la catégorie cinéma de banlieue, même si cela est dans le but de se distancier de la catégorie. Ce corpus de 19 films est sciemment assez large pour prouver que le propos ne se confine pas à quelques films qui seraient des exceptions, mais offre tout de même l'opportunité de les étudier dans le détail, avec dans l'ordre chronologique, depuis les années 2000, La Squale de Fabrice Genestal, Wesh Wesh, Qu'est-ce qui se passe de Rabat à Merzaimesh, L'esquive des apostrophes, Abdelatif Keshish, Entre les murs de Laurent Cantet, Neuilly sa mère de Gabriel Julien Laferrière, Donoma de Jean Carénard, Paulette de Jérôme Enrico, Sans pudeur ni morale de Jean-Pascal Zadi, La désintégration de Philippe Faucon, Rengaine de Rachid Jaïdani,
qu'Allah bénisse la France d'Abd al-Malik, Les héritiers de Marie Castille mention Char, Bande de filles de Céline Sciamma, Fatima de Philippe Faucon, Swagger d'Olivier Babinet, Divine d'Ouda Benyamina, Le brio des apostrophes, Yvan Attal, Scheherazade de Jean-Bernard Marlin et Le monde est à toi de Romain Gavras. Ces films étudiés en détail sont des longs métrages de fiction, à l'exception de Swagger d'Olivier Babinet qui a été qualifié autant de documentaire que de docu-fiction. Aussi, certains courts-métrages ou moyens-métrages ont parfois été utilisés pour illustrer et comprendre plus finement certains mécanismes mis à l'œuvre dans l'étude. Enfin, pour montrer que les films des décennies 2000 et 2010 s'inscrivent en héritage du régime d'image des films des années 1990 qui représentent les quartiers populaires, les films suivants seront aussi évoqués, dans l'ordre chronologique. Bâton rouge de Rachid Bouchareb, Le Théorème des apostrophes, Archimède et Miss Mona de Mehdi Charef, Hexagone et 12 France de Malik Chiban, Bye Bye de Karim Dridi, Rail de Thomas Gilou, La haine de Mathieu Kassovitz, État des lieux de Jean-François Richet, Ma cité va craquer de Jean-François Richet, La faute à Voltaire d'Abdelatif Keshish, Samia de Philippe Faucon et Inch'Allah dimanche de Yamina Benguigui. Les entretiens directs ont par ailleurs servi la compréhension de la complexité du propos, effectués avec les personnes suivantes. Valérie Boyer, directrice de France 2 Cinéma, structure de coproduction de nombreux films du corpus, Bénédicte Couvreur de Hold Up Film, productrice de Bande de filles, Ouda Benyamina, réalisatrice de Divine, Jean-Bernard Marlin, réalisateur de Scheherazade, Marc Benoît, créancier de Easy Tiger, producteur de Divine, Michael Royer, réalisateur des apostrophes. Un documentaire sur la Noue, lieu de tournage de Divine et Bande de filles. Olivier Babinet, réalisateur de Swagger. Laurence Valin, ancienne élève du programme de la résidence à la Fémis, gagnant du Grand Prix Ciné-Banlieue 2018 avec Little Jaffna et membre de l'atelier diversité du CNC dans le cadre du programme 50-50e. Ainsi, le premier temps de l'analyse a pour objectif de se focaliser sur la relation qu'entretiennent la réalité et la fiction dans ces films. En effet, il est pertinent de rappeler une certaine histoire des quartiers populaires, pour comprendre les caractéristiques économiques et sociales que nous leur connaissons aujourd'hui. Ces éléments ont par ailleurs largement contribué au traitement médiatique stigmatisant, dont ont été victimes les habitants des quartiers populaires à l'aube des années 1980. Ceci a dès lors entraîné une volonté chez certains cinéastes de complexifier ce régime d'image, donnant naissance aux premiers films qui représentent les quartiers populaires labellisés sous les catégories cinéma beurre et cinéma de banlieue. Ces films ont enfin largement influencé les réalisateurs des décennies suivantes qui s'inscrivent en héritage de leur cinéma, que cela soit dans l'esthétique ou par l'utilisation des mêmes caractéristiques techniques. L'hypothèse globale de cette première partie est donc que les films qui représentent les quartiers populaires mettent en scène les conditions de vie objectives des quartiers populaires selon une esthétique propre, tout en s'appuyant plus ou moins sur le régime d'image médiatique stigmatisant des quartiers populaires. Dans un second temps, il est question de revenir sur la relation des représentants des films avec ceux qui sont représentés à l'écran, notamment en revenant sur les débats concernant les catégories sous lesquelles sont labellisés ces films. En effet, afin de comprendre dans quelle mesure l'engagement est valorisé en art dans les décennies 2000 et 2010, il est judicieux de revenir sur les intentions des producteurs et des réalisateurs des films du corpus. Aussi, cette valorisation de l'engagement en art peut s'évaluer grâce à la consécration de ces films par les critiques de cinéma et dans les festivals dits légitimes, à savoir ceux qui sont reconnus comme appartenant à la culture légitime, concept développé par Pierre Bourdieu. Enfin, il est intéressant d'analyser les publics touchés par ces films et d'apprécier l'impact qu'ils ont ou non sur les populations représentées à l'écran, notamment à l'aide d'outils statistiques mis en ligne par le CNC. Pour cette deuxième partie, l'hypothèse globale est que l'on assiste à la valorisation de l'engagement dans le cinéma, qui représente les quartiers populaires dans les décennies 2000 et 2010. Mais que presque paradoxalement à cette démarche d'engagement, ce cinéma d'auteur exclut les populations représentées à l'écran, en première vie du film du moins, alors qu'émergent par la suite des festivals dédiés à cette question de la représentation des quartiers populaires par des associations de ces territoires. Enfin, dans un troisième temps,
Il s'agit de rendre compte d'un mouvement global qui dépasse le seul domaine cinématographique et qui revendique la prise en compte politique des enjeux de représentation des populations les plus dominées socialement. En effet, après être revenu précisément sur les risques de l'instrumentalisation des quartiers populaires au cinéma et sur les obstacles à l'accès à cette industrie, l'objectif est de montrer que le cinéma qui représente les quartiers populaires peut créer, dans le même temps, de nouveaux modèles cinématographiques pour les populations les plus dominées socialement et les incite à participer à l'industrie du cinéma, poussée par des associations et autres projets issus de la société civile. Cette industrie a en parallèle mis en place récemment de nouveaux programmes d'ouverture à la diversité en son sein, conformément à la volonté des pouvoirs publics sur cette question. Après avoir mis en exergue les enjeux du pouvoir des images sur les mentalités collectives et individuelles, il conviendra de mettre en avant l'institutionnalisation de la promotion de la diversité, et avec elle de l'éducation à l'image qui sont à ce jour les réponses institutionnelles à ce défaut de représentation. L'hypothèse globale de cette troisième partie est donc que la visibilité et la valorisation du cinéma qui représente les quartiers populaires des décennies 2000 et 2010 sont la manifestation d'un mouvement global d'ouverture et d'institutionnalisation de la question de la représentation des minorités dans l'espace public. Frontières poreuses entre réalité et fiction. Dans cette partie, il convient d'essayer de démontrer que les films qui représentent les quartiers populaires depuis les années 2000 s'appuient sur les conditions de vie objectives de ces territoires comprises au moyen d'une histoire particulière qui explique certaines caractéristiques socio-économiques contemporaines. Ils s'inscrivent également en héritage de l'esthétique réaliste et des intentions des cinémas beurre et de banlieue des années 1990, qui avaient comme ambition de contrecarrer le traitement médiatique stigmatisant de ces quartiers. Chapitre 1 – Éléments de définition des quartiers populaires. Paramètres historiques. Dis-moi comment tu parles de la banlieue, je te dirai qui tu es. Alain Faure. Si l'on veut comprendre les représentations des quartiers populaires dans l'imaginaire collectif et sur nos écrans, il est important de revenir sur le contexte historique de création des banlieues françaises. Les banlieues parisiennes donnent à ce titre globalement la tendance. Pour ce qui est de l'étymologie du terme banlieue, les historiens s'accordent sur le fait qu'il est formé par la racine germanique ban et de l'unité de mesure de distance de la lieue, et qu'il est attesté dès le XIe siècle pour désigner la couronne qui entoure la ville. Néanmoins, ces derniers s'écharpent sur la signification et la symbolique conférées à ce territoire particulier. Pour Hervé Vieillard-Baron, la racine ban renvoie à la fois au lien juridique entre ce territoire et la ville qu'au phénomène d'exclusion des banlieues par rapport aux villes. Ce sont d'autres territoires, les faubourgs, qui seraient quant à eux des territoires bien hors de l'enceinte, mais dans un rapport économique et commercial de nécessité pour le bon fonctionnement de la ville-centre. Au contraire, pour Alain Faure, les banlieues sont bien les territoires sous la juridiction de la ville-centre mais ont cette connotation de vivier économique et foncier que Vieillard-Baron atteste au faubourg. Nécessaire à la ville, Faure rappelle qu'il considère comme fantaisiste le rapprochement entre banlieue et bannissement sous couvert de la même racine étymologique. Quoi qu'il en soit, le terme banlieue est bien à l'origine déjà pensé comme un espace relié à la ville et qui s'articule dans un rapport de différence d'activité par rapport à elle. Au XVIIIe et XIXe siècle, ce sont les faubourgs, entendus comme territoires périphériques dans une logique d'expansion de la ville, qui pâtissent d'une connotation et d'une réputation négative. Ces quartiers, mal bâtis et mal habités par le peuple ouvrier en raison de l'industrialisation, inquiètent et menacent l'ordre social et politique établi. Bien entendu, le contenu social des faubourgs est déjà ambivalent en fonction des qualificatifs que les écrivains lui accordent. Au faubourg Saint-Germain une connotation méliorative et bourgeoise, mais à l'origine faubourienne chez Balzac dans Les paysans de la comédie humaine, 1845, une connotation populaire, misérable, déterministe. Ces faubourgs ont en outre, selon leurs contemporains déjà des caractéristiques propres qui les excluent du reste de la ville. Population jeune, misère ouvrière, délinquance, immoralité, langage propre. Dans son ouvrage « Une génération de Français à l'épreuve de la mobilité », Faure rappelle d'ailleurs les résultats statistiques du dénombrement de 1891 pour la ville de Paris et le département de la Seine,
et renseignements relatifs au dénombrement antérieur de 1894 par G. Masson qui classait les arrondissements de Paris par degré d'aisance. En effet, après l'annexion en 1860 des communes environnantes qui fait passer Paris de 12 à 20 arrondissements conformément à la volonté d'Haussmann et de Napoléon III, on retrouvait les arrondissements dits excentriques, à comprendre comme hors des 10 arrondissements centraux, étaient très pauvres, 13e, 15e, 18e, 19e, 20e ou pauvres, 11e, 12e, 14e, à l'exception des 10e et 17e aisés ou du 16e riches. Dans ce rapport de 1894, G. Masson substitue d'ailleurs le terme arrondissement excentrique au terme faubourg, auquel il confère donc la même signification. Il est par ailleurs intéressant de noter que la même année est votée la première loi qui encourage la création de logements d'initiative privée à prix bas exonérés d'impôts, à savoir la loi Siegfried, qui crée les habitations à bon marché, HBM. Les premiers sont construits à Paris sur la ceinture du boulevard des Maréchaux, puis extramuros grâce à la loi Bonnevet de 1912 qui autorise les collectivités à construire des HBM. Ces premières politiques de logement destinées aux ouvriers préfigurent les réponses urbanistiques qui sont données lors des crises successives du logement des années 1920 et 1950. Les faubourgs de l'époque sont donc à entendre en analogie avec les quartiers de notre langage contemporain. Les connotations mélioratives ou péjoratives du quartier du Marais ou des jeunes des quartiers sont sans équivoque et s'ancrent donc dans une histoire longue des espaces et de leurs caractéristiques sociales qui a façonné leurs connotations et leurs représentations symboliques dans l'imaginaire collectif. Faure éclaire ce point en citant Le Monde du 1er avril 1984, qui décrit bien la Grande Sainte comme étant le nouveau faubourg dortoir de Dunkerque. Le mot banlieue est quant à lui utilisé au XIXe siècle pour se rapporter aux espaces ruraux qui entourent la ville, et notamment Paris. En effet, dans la lignée de Faure, la banlieue est alors pensée dans un rapport de loisirs, de promenade au bon air ou même d'une sortie au spectacle. Néanmoins, l'auteur rappelle aussi que de manière concomitante, la banlieue et a fortiori les banlieusards sont aussi perçus comme des campagnards arriérés au penchant réactionnaire, perception par les Parisiens notamment visible pendant les élections sénatoriales de mai 1889, et lors de tout événement politique et mobilisation ou action syndicale qui s'en sont suivis. Réputés conservateurs jusqu'au succès du Parti communiste au début des années 1920, les habitants des banlieues et les banlieues elles-mêmes deviennent ce qui sera communément appelé banlieue rouge. Les années 1920 sont pour Paris synonymes d'une crise du logement phénoménale, qui est prise en charge à deux niveaux. Le premier niveau est d'initiative publique, avec les lois Sarraut et Loucheur de 1928, qui marquent le début de l'intervention directe de l'État dans les procédures d'aménagement urbain avec le financement de 200 000 HBM et de 60 000 logements à loyer moyen dans le département de la Seine. Le second niveau est d'initiative privée, avec la construction de lotissements sur 16 000 hectares dans le département de la Seine, bientôt habités par 450 000 petits propriétaires. Néanmoins, les conditions de vie médiocres de ces habitants désillusionnés trouvent un écho au sein du Parti communiste, qui s'implante ainsi dans 26 des 80 communes du département de la Seine à la suite des élections municipales de mai 1935. D'un terme à connotation conservatrice mais inoffensive, le terme banlieue devient alors le mot image, qui englobe la symbolique que l'on accordait au faubourg à la même période. Des communes entières ou seulement des quartiers inquiétants qui menacent l'ordre social et politique établi par leur population ouvrière d'extrême gauche grandissante et misérable. Après 1945, et pendant l'effort de reconstruction qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, les sociétés de travaux publics et les pouvoirs publics se lancent dans la construction de grands ensembles. En effet, les revendications qui l'emportent à l'issue de la guerre sont celles d'un État-providence interventionniste qui doit moderniser selon un certain idéal social. Aussi, le plan Marshall dote les sociétés de travaux publics de larges lignes de crédit qui leur permettent de se concentrer sur des travaux d'envergure. La crise du logement associée à l'état insalubre des logements des années 1920, médiatisée par l'abbé Pierre, appelle au soutien urgent de l'extension du parc immobilier français. De 1946 à 1975, ce sont ainsi 8,3 millions de logements neufs qui recouvrent le territoire français, dont 80% ont bénéficié d'une aide publique,
faisant passer le nombre de logements sociaux de moins de 500 000 à plus de 3 millions selon le programme annuel d'habitation à loyer modéré, HLM, qui remplace les HBM. Un tiers de ces logements sociaux prend d'ailleurs la forme de grands ensembles, qui s'inspirent des grands principes de la Charte d'Athènes du Corbusier par l'utilisation des techniques modernes, dont 43% se trouvent au début des années 1970 en région parisienne où le besoin est le plus criant. Parmi ces grands ensembles de régions parisiennes, 49% sont construits dans des communes dirigées par un maire communiste, alors qu'elles représentent moins de 20% des communes de la périphérie. L'urgence des constructions, associée à la multiplication des normes les concernant, se traduit au niveau architectural par l'utilisation massive du nouveau matériau, le béton armé, dans des formes simples, des barres et des tours. La complexité du financement et l'urgence de la construction expliquent également le manque d'équipements collectifs, et notamment de transports en commun, qui renforce le sentiment d'exclusion de ces nouvelles habitations construites le plus souvent sur des terrains agricoles en périphérie des villes. À l'origine, il est d'ailleurs à noter que les populations privilégiées par les gestionnaires des logements sociaux, les offices publics municipaux d'HLM, sont plutôt des familles nombreuses de CSP diverses. Pour ce qui est des populations les plus précaires, comme les familles très nombreuses, les populations étrangères et immigrées, elles sont redirigées vers les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.